Je salue votre engagement. Pourquoi pas les filets qui tremblent. À la une de l'actualité, la course à la présidence de l'Assemblée nationale est officiellement lancée. Selon le compte rendu lu par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Njoli, les élections débuteront le jeudi 13 novembre et permettront de désigner le successeur de Vital Kamerhe ainsi que le nouveau rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité, ce mercredi, la première ministre a reçu à la primature une délégation du Fonds monétaire international FMI. La rencontre a abouti à la signature d'un accord entre les deux parties pour la conclusion de la revue du programme économique liant la RDC au Fonds monétaire international. Et nous parlerons enfin santé. La RDC est passée de 500 cas de poliomyélite en 2022 à moins de 10 cas en 2025. Soit une réduction de 98%. Ces chiffres ont été révélés ce mercredi par le ministre de la Santé. À cette occasion, le ministre a également réaffirmé l'engagement du gouvernement à interrompre définitivement la circulation du poliomyélite d'ici 2026. Pour cette grande édition du journal, on commence par cette information. L'élection partielle des deux membres du bureau de l'Assemblée nationale aura lieu le jeudi 13 novembre prochain. Selon le compte rendu de la réunion de la conférence de présidents lu par le rapporteur Jacques Njoli, cette décision signée par Jean-Claude Tshilumbayi, président intérimaire de l'Assemblée nationale, publie justement le calendrier électoral pour les postes de président et rapporteur adjoint. Ces élections interviennent à la suite de démissions de Vital Kamerhe et de Dominique Munongo, respectivement président et rapporteur adjointe du bureau, après des pétitions ayant visé leur destitution. De prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupe ou pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose des 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures retenues. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir des 13h. C'est donc au cours de cette journée, cette plénière solennelle, que nous allons auditionner les messages des candidats retenus. Et ensuite, nous allons élire les présidents et les rapporteurs adjoints du bureau. Il s'en suivra l'installation de ces deux membres, notamment du président. Et à ce moment-là, nous allons continuer les travaux parlementaires. Également dans l'actualité, le Sénat a ouvert un débat crucial sur l'appréciation du franc congolais face au dollar américain, interpellant le gouvernement sur les retombées concrètes de cette dynamique sur le quotidien des Congolais. Au cœur de la plénière présidée par Jean-Michel Samalukonde, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a exposé les mesures engagées pour renforcer la monnaie nationale. À travers cette démarche parlementaire, le sénateur Janvier Mouissa Kassiwa a souhaité connaître le mécanisme mis en œuvre par le gouvernement et la Banque centrale pour soutenir l'appréciation du franc congolais qui peine à apporter un impact sur le pouvoir d'achat de la population. Cette situation n'est sans effet sur le bien-être des ménages, la production des entreprises et l'exécution du budget de l'État. Dès lors, plusieurs interrogations surgissent concernant non seulement sa durabilité, mais aussi et surtout son impact sur
l'économie congolaise. Quelles sont les initiations du FRA congolais? B. Est-ce principalement le résultat d'une politique monétaire rigoureuse conduite par la BCC ou simplement d'une intervention sur le marché de change? C. Cette politique est-elle suffisante pour assurer une stabilité à long terme? En réponse, le VPM de l'économie, Mukoko Samba Daniel, a détaillé les mesures économiques engagées par l'exécutif pour stabiliser les francs congolais tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à renforcer les cadres macroéconomiques nationaux. Je voudrais aussi vous rassurer, honorable sénateur, que la question de contrôle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous la prenons au sérieux. Nous renforçons les contrôles. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que cette année, au courant de cet exercice, nous allons battre le record en termes de recettes au titre d'amendes et pénalités que nous infligeons aux entreprises qui se trouvent coupables, disons, de pratiques qui sont contraires à la bonne tenue du commerce. Pour leur part, les sénateurs ont insisté sur la nécessité de traduire cette stabilité monétaire en amélioration concrète du panier de la ménagère et du pouvoir d'achat. Dans un autre registre, la plénière a également examiné 2 projets de loi relatifs à la création de l'ordre national des héros nationaux et de l'ordre national des léopards, transmis à la commission PAJ pour examen. Ces textes seront soumis à l'adoption lors du prochain plénière. Et puis cette bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, ce mercredi 5 novembre, la première ministre, chef du gouvernement, a reçu à la primature une délégation du Fonds monétaire international. La rencontre a abouti à la signature d'un accord entre les 2 parties pour la conclusion de la revue du programme économique liant la RDC au FMI. Le compte rendu dans ce qui suit. Nous avons noté que le contexte sécuritaire et économique demeure difficile. Mais malgré ces conditions, l'économie est restée résiliente, avec un taux de croissance qui est envisagé à plus de 5% en 2025 comme en 2026. Nous avons également noté que dans le cadre du programme, les critères de performance qui avaient été fixés ont été remplis et les efforts de réforme aussi ont été accomplis. Sur cette base et aussi sur la base des engagements qui ont été pris pour les prochaines revues, nous avons trouvé un accord pour conclure cette revue. Donc, nous avons trouvé un accord au niveau des services, bien entendu, avec les autorités pour que la revue soit conclue. La prochaine étape, c'est que nous allons soumettre cela à la direction générale du Fonds monétaire international et qui va aussi passer ce dossier au conseil d'administration du Fonds monétaire international pour examen. Au niveau budgétaire, malgré les difficultés, malgré les efforts, les difficultés, surtout au niveau du plan sécuritaire, des dépenses liées à la sécurité, il y a eu des efforts qui ont été faits au niveau des recettes, aussi pour contrôler les dépenses, pour rester dans une certaine marge, dans un certain équilibre. Globalement aligné sur la loi de finances rectificative qui avait été adoptée par le Parlement en juin. Également dans l'actualité, face aux tensions politiques récurrentes dans les provinces, le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a lors d'une communication ce mercredi à Kinshasa aux responsables des institutions provinciales annoncé 2 grandes décisions. L'instruction est donnée aux membres de bureau des assemblées provinciales de faire adopter une résolution visant à suspendre toute pétition, plutôt émotion des défiances ou des censures pendant cette période de guerre, et le gouverneur de province sont également appelés à s'engager dans une gestion saine et transparente de ressources et à assurer une concertation permanente avec les assemblées provinciales. La haute autorité nous a instruit de vous communiquer sa volonté et sa détermination à stabiliser les institutions provinciales en cette période où notre pays est confronté à la guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC.
dans l'ultime objectif de garantir la cohésion nationale et le développement intégral. C'est pourquoi j'en appelle encore une fois au sens de responsabilité des uns et des autres, afin que tous s'engagent sur la voie de la cohésion nationale et de la stabilité des institutions provinciales. Les gouverneurs de province doivent s'engager dans une gestion orthodoxe et transparente des ressources et assurer une concertation permanente avec les bureaux des assemblées provinciales sur les grandes questions d'intérêt majeur. Les programmes, projets, accords à financer tant par le gouvernement central que par la province ou que par les partenaires techniques et financiers. Les honorables membres des bureaux doivent conduire les assemblées respectives à adopter une résolution suspendant les pétitions et les motions pendant cette période de guerre. Cela étant, je voudrais, mesdames et messieurs, vous assurer que le gouvernement de la République ne saurait dorénavant laisser les provinces sombrer dans un cycle d'ingouvernabilité sans fin. Parlant également du dialogue national, l'opposant congolais Jean-Marc Aboun, président du parti politique Alliance pour le changement, a annoncé lors d'une conférence de presse à Kinshasa l'organisation d'une marche pacifique le 15 décembre afin d'exiger l'ouverture d'un dialogue, mais aussi la recherche d'une solution à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays. En réaction, Cédric Moudiantou, porte-parole du parti politique Autre Vision du Congo, membre de l'Union Sacrée, a appelé plutôt à définir les préalables avant toute démarche de dialogue. Selon lui, le chef de l'État doit organiser un dialogue et si cela sera fait avec les acteurs seulement qui reconnaissent que le Rwanda est à l'origine de la guerre dans l'est du pays. On l'écoute. Tenir un point de presse pour demander au chef de l'État d'organiser des dialogues, c'est manquer à dire justement, puisque le chef n'a jamais refusé que les Congolais puissent se retrouver. Le chef de l'État a toujours été ouvert par rapport à par rapport à un dialogue, mais encore plus définir de quoi il s'agit, de quoi va-t-on parler, parce que c'est vrai que dans notre culture, la résolution des problèmes passe par le fameux arbre à palabres. Et bien entendu, en allant à cet arbre à palabres, on doit savoir de quoi on va parler, mais comment va-t-on discuter avec les gens qui, évidemment, reconnaissent ce qu'il y a dit, mais qui ne veulent pas identifier la cause de la crise. Aujourd'hui, que ce soit au niveau national ou international, tout le monde sait que nous sommes agressés par le Rwanda. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont demandeurs du dialogue ne veulent pas avouer, reconnaître que le problème que nous avons nous est créé par le Rwanda? Ça sonne la coïncidence. Alors, qu'est-ce qui sortira d'un dialogue avec des affidés de l'ennemi? Puisque là, nous allons à un dialogue avec les affidés de l'ennemi. Le chef de l'État n'est pas un petit monsieur pour ignorer cela. Voilà pourquoi il les a mis devant un fait. Ils doivent reconnaître d'abord, puisque nous devons identifier qui sont les vrais Congolais, qui sont les infiltrés parmi les Congolais qui travaillent pour le camp de l'ennemi. C'est une condition sine qua non et elle est plus évidente, voilà. Dans le cadre de sensibilisation à la jeunesse sur l'éveil patriotique, le président de l'Idéal pour la jeunesse, Idéal J en sigle, Rabbi Laurent Kadakala Bissimois, a tenu une conférence ce mercredi à Kinshasa, au cours de laquelle il a appelé la jeunesse à se mobiliser dans ce contexte marqué par l'agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Face à la presse, Rabbi Laurent Kadakala n'a pas mâché ses mots pour rappeler l'importance de l'éveil patriotique chez la jeunesse congolaise. Selon lui, il est essentiel que les jeunes s'approprient et s'engagent pleinement dans cette cause, surtout dans les contextes sécuritaires tendus que traverse l'est du pays. Il vous souviendra que le Congo, depuis près de 30 ans maintenant, traverse un moment tumultueux, marqué par de conflits armés, dialogues à répétition pour instaurer une paix. Et nous jeunes, quel est notre rapport? Devrions-nous prendre parole pour dire aux acteurs politiques, le gouvernant, que nous avons assez de vivre tout en sachant qu'à l'est du pays, nos frères et sœurs meurent par jour, et chaque jour d'ailleurs. Ce qui fait que moi, je prends la parole aujourd'hui pour rappeler l'importance qui est
de s'investir dans ces combats. Le combat qui est de dire que le Congo mérite mieux. Par ailleurs, Rabi Laurent Kadakala a profité de cette occasion pour lancer un appel à la mobilisation de la jeunesse congolaise afin de contribuer activement à la recherche des solutions aux problèmes qui minent la nation. Nous jeunes, nous avons hier et aujourd'hui encore plus la responsabilité de réconcilier ces pays avec son histoire et sa vocation de locomotive du monde et de l'Afrique en particulier. Ce qui implique de nous d'opter pour le mobilisme. Engagé en faveur de jeunes, Rabi Laurent Kadakala Bissimois est président de la structure Idéal pour la jeunesse, IDLJ en sigle, dédiée à la conscientisation et à la formation citoyenne de la jeunesse congolaise. Après plusieurs initiatives plaçant le jeune au cœur du débat public, cette organisation prévoit de lancer prochainement un nouveau programme intitulé « Pas d'école sans bibliothèque » qui mettra l'accent sur la promotion de la lecture chez les élèves. Autre titre d'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a pris part le mardi 4 novembre à la 7e conférence annuelle de Glencore, un rendez-vous devenu incontournable du secteur minier national. L'événement organisé ici dans la capitale a réuni un large panel d'acteurs institutionnels, économiques et industriels autour du thème « Assurer l'avenir des normes mondiales à l'impact local ». À l'occasion de la 7e conférence annuelle des Glencore tenue à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a réaffirmé la détermination du gouvernement congolais à faire du secteur minier un véritable levier de développement national au bénéfice de l'ensemble des Congolais. Au cœur de son intervention, la chef du gouvernement a insisté sur la transparence, la digitalisation et la sécurité juridique et judiciaire qu'elle a présentées comme des piliers essentiels pour l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. Judith Suminwa a également plaidé pour un meilleur accès des entrepreneurs congolais au marché minier à travers des mécanismes tels que l'ARSP, les FOGEC et l'ARCEA, tout en appelant à une transformation locale des ressources afin de favoriser la création d'emplois et le renforcement des compétences nationales. De son côté, Marie-Chantal Kaninda, présidente du bureau des Glencore RDC, a présenté la vision de l'entreprise axée sur la responsabilité locale, la durabilité et le partenariat avec les acteurs nationaux. Pour Glencore, assurer l'avenir signifie investir dans ses employés, ses contractants, ses partenaires et les communautés environnantes. Le respect des normes, la sécurité et la protection des droits de l'homme constituent des fondements non négociables de nos activités. Aujourd'hui, plus de 97% de nos employés sont des nationaux, ce qui démontre notre engagement à construire une entreprise résiliente et durable et à améliorer les conditions de vie de nos employés et de nos communautés. En présence de parties prenantes du secteur ainsi que de ministres des Mines et du portefeuille, la première ministre a rappelé la volonté politique claire du chef de l'État de faire du climat des affaires un axe central de l'action gouvernementale. Parlant également santé dans cette édition, la République démocratique du Congo est passée de 500 cas de poliomyélite en 2022 à moins de 10 cas en 2025, soit une réduction de 98%. Ces chiffres ont été révélés ce mercredi par le ministre de la Santé publique, le docteur Samuel Roger Kamba. À cette occasion, le ministre des tutelles a également réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à interrompre définitivement la circulation du poliovirus d'ici 2026 et à éliminer par la même occasion la rougeole et la rubéole d'ici 2030. Il a également annoncé l'introduction du vaccin RR qui protégera simultanément contre ces deux maladies dont le lancement est prévu pour les 27 novembre prochains. En 2022, on avait 540 cas de poliomyélite dans notre cas. En 2023, nous sommes descendus à 284 à peu près. Et là, nous sommes à 8 cas de poliomyélite. Et c'est des variants liés au vaccin que nous avons. Ça veut dire que la poliomyélite sauvage est éradiquée, mais nous avons encore des variants qui peuvent être liés à la vaccination. Et donc, en RDC, nous sommes en train de nous battre pour éradiquer totalement la poliomyélite, c'est-à-dire éviter que nos enfants
puissent encore devenir des adultes définitivement handicapés. Et la deuxième maladie qui est très contagieuse aussi, c'est la rougeole. La rougeole, vous savez, cette maladie qui touche nos petits et qui entraîne cette fièvre, des éruptions cutanées et qui malheureusement entraîne des complications, surtout respiratoires, et qui entraîne aussi des décès très importants. La rougeole se confond parfois avec la rubéole, qui donne exactement le même tableau. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui on va introduire un vaccin qui combine les deux, parce que souvent quand on vaccinait les enfants avec le vaccin de la rougeole, on se rendait compte que cet enfant pouvait faire encore une éruption, et puis la maman va dire, mais oui, mais on a vacciné mon enfant, mais il fait quand même la maladie. Mais en réalité, il fait la rubéole. Et donc, ce sont les deux maladies pour lesquelles on va introduire un vaccin combiné, qui s'appelle vaccin rougeole et rubéole. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que, justement, pour que on éradique, enfin, on élimine en tout cas le maximum de cas de ces deux maladies, et qu'on évite que les familles, les communautés commencent à s'opposer à la vaccination parce qu'ils vont se dire mais on a vacciné, mais il refait quand même la maladie. Mais en réalité, il ne refait pas la maladie, il fait une autre maladie. C'est pour ça qu'on fait les deux vaccins. Kinshasa s'est retrouvé une fois de plus les pieds dans l'eau, envahi par les déchets plastiques après la forte pluie qui s'est abattue hier sur la capitale. Face à cette situation alarmante, le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, s'est rendu sur le terrain pour constater les dégâts ainsi qu'évaluer l'avancement de travaux du chantier Pankabu situé à la jonction des avenues Kasavubu, Sendwe et du boulevard Triomphal. Il a par la même occasion appelé la population à la vigilance citoyenne afin de maximiser les résultats du projet Kinshasa Ezobonga. Et la forte pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise, la ville-province de Kinshasa s'est vue submergée d'eau et des déchets plastiques. Dans certains coins, ces déchets ont même été utilisés comme moyen de déplacement pour les sinistrés. De ce fait, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, est personnellement descendu sur terrain afin de palper du doigt l'état de la ville. L'autorité urbaine a appelé la population à la vigilance afin de mener au mieux le projet Kinshasa Ezobonga. On a profité particulièrement pour Narosenga, en tout cas vigilance citoyenne. Dans le vidéo de Tambola, le comportement, il y a des boueurs, la population qui a boire la salité pendant la pluie. Et quand on a tracé la terrasse, la rivière, comportement faut bannir en haut. La place au perdre temps pour filmer mon sur le comportement, la kangaï dans zoto, mais main dans la police. Donc comme on a posé tout ça la violence citoyenne pour la Kinshasa Bonga. Là Bonga, ils allaient nous salaire gouverneur, tout le gouvernement naïf. Ils allaient nous konzambo kate, ils allaient premier ministre te, ils allaient bisognon sur la Kinshasa photo. Daniel Bumba a par la même occasion inspecté le chantier du Pankabu et s'est félicité de l'évolution satisfaisante des travaux, caractérisée par la meilleure évacuation des eaux autour du palais du peuple, zone autrefois touchée par les inondations. Selon le gouverneur de la ville, ces travaux devraient se finaliser en 30 jours. Et pendant ce temps, la Metelsat annonce une saison pluvieuse déficitaire à Kinshasa, une période marquée par peu de précipitations, mais des adverses plus intenses que d'ordinaire. L'agence météorologique appelle cependant les autorités à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir d'éventuelles inondations. La prévision saisonnière que nous avons annoncée et la tendance sera normale à caractère déficitaire. Mais le mois de novembre, le mois de décembre et le mois de janvier nous montrent que la saison sera normale. Donc il y aura des pluies normaux ou normales pendant cette saison. S'il y a des débordements des eaux, ça c'est le problème de l'urbanisation, c'est le problème local. Mais nous sommes en train de suivre l'évolution pour voir si le climat va encore changer. Mais je vous ai dit dans la fois passée que comme nous avons connu un petit retard dans la saison, nous risquerons de déborder vers le mois de janvier avec des précipitations. Mais nous devons toujours être prêts de nous préparer pour que nous ne puissions pas tomber victimes des risques de catastrophes. Les autorités
doivent prendre des précautions en amont. Quand la Météosat annonce déjà les caractéristiques de la saison de pluie, c'est alors que les autorités, tendances confondues, doivent prendre déjà des dispositions, des mesures préventives. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arranger tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est chemin ou canalisation des eaux. Essentiel de l'actualité, on passe au rappel de principaux titres. La course à la présidence de l'Assemblée nationale est officiellement lancée selon le compte rendu lu par le rapporteur Jacques Njoli après la réunion de la conférence de présidents. Les élections débuteront le jeudi 13 novembre et permettront de désigner le successeur de Vital Kamerhe ainsi que le nouveau rapporteur adjoint. Ce mercredi, à la primature, la chef du gouvernement a reçu une délégation du Fonds monétaire international. La rencontre a abouti à la signature d'un accord entre les deux parties pour la conclusion de la revue du programme économique liant la RDC au FMI. Et en santé, la RDC est passée de 500 cas de poliomyélite en 2022 à moins de 10 cas en 2025, soit une réduction de 98% des chiffres dévoilés ce mercredi par le ministre de la Santé. Le docteur Samuel Roger Kamba a saisi l'occasion pour réaffirmer l'engagement du gouvernement à interrompre définitivement la circulation du poliovirus d'ici 2026. C'était donc la grande édition du journal. Merci pour votre particulière attention et excellente continuité de nos programmes. Je salue votre engagement.